Jacques Chaban-Delmas est né le 7 mars 1915 à Paris. Un père ingénieur, un grand-père peintre en bâtiment devenu chanteur d'opéra. Rugbyman, journaliste, résistant, inspecteur des finances, général de brigade à 27 ans, séducteur, maire de Bordeaux depuis 40 ans, ministre de Mendes sous la 4e République, président de l'Assemblée nationale pendant 16 ans, Premier ministre de la 5e République. Mais qui est cet homme? Pour moi, Chaban-Delmas, c'est le sourire du gaullisme. Je trouve que c'est bien que le gaullisme est un sourire. Et il n'a pas que des sourires. Chaban est un homme solaire, chaleureux, gai. C'est un homme qui est fait pour le bonheur. Tant au cours de sa vie politique que sa vie familiale, il a su traverser des moments excessivement difficiles, toujours accompagné par la baraka. Si j'avais dû, au cours de ma vie, lui envier quelque chose, je crois que je lui aurais envié 3 choses essentielles. D'abord, d'avoir été le plus jeune général de France. Ensuite, son titre est de compagnon de la libération. Sa femme, Micheline, que je trouve très belle, absolument admirable. La première fois que je l'ai rencontré, il ne m'a pas vu. Jacques Chaban-Delmas était là, il trônait, il siégeait, remarquablement d'ailleurs, car il a été un grand président de l'Assemblée nationale. Et voilà, alors petit à petit, je me suis un peu rapproché. Il m'a repéré, et alors il m'appelait gentiment « brillant jeune homme ». Et ça me touchait beaucoup, naturellement. Il disait « Ah, comment allez-vous, brillant jeune homme ?» Nous nous sommes connus en 1943. Ensuite, nous étions 2 des jeunes nouveaux hommes politiques à cette époque. C'était un collègue vif, intelligent, aimable, et que nous avions à peu près le même âge, nous avons sympathisé. Nos rapports personnels se sont maintenus comme ils sont encore aujourd'hui, c'est-à-dire bons. Tout au long de sa carrière politique, c'est un homme qui a toujours su anticiper, innover, faire bouger les choses. Ça n'était pas fondamentalement un conservateur, c'était le contraire d'un conservateur. Jacques Chaban-Delmas est un homme loyal, amical, je dirais même fraternel, et par conséquent, il ne m'a jamais mis dans une position gênante, et c'était un bonheur, je le répète, de travailler avec lui. Il est le seul gaulliste qui ait mis en œuvre de véritables réformes qui ont compté et qui comptent encore dans notre société. Le contrat, le dialogue, l'accord, si on y arrive, c'est ce qui est le plus solide pour organiser une société et pour la gérer. Et dans ce cadre-là, je me sens très proche de ce que Jacques Chaban-Delmas a déclaré. Les inégalités injustifiées, ce sont des injustices. Et la chasse aux injustices doit être ouverte toute l'année. Et pas seulement le samedi et le dimanche. Voilà quel était un des fondements de la nouvelle société. Et vous constatez qu'aujourd'hui, il y a matière. Le malaise que notre mutation accélérée suscite tient pour une large part aux faits multiples que nous vivons dans une société bloquée. Jacques Chaban-Delmas, le 16 septembre 1969 à la tribune de l'Assemblée nationale, prononce le discours qui restera dans l'histoire comme celui de la nouvelle société. Il est au sommet de sa carrière politique comme Premier ministre de Georges Pompidou. Tout a commencé 29 ans plus tôt, alors que les Allemands défilaient dans Paris. Un jeune homme de 25 ans n'a pas supporté. Lorsque j'étais tout petit garçon, 7 ans, 8 ans, 10 ans, à l'âge où tout s'imprime, et que ma mère m'avait dit, et j'entends encore sa voix, mon enfant, je suis ta maman. Mais n'oublie jamais que ta mère, c'est la France. J'étais conditionné pour la vie. Si bien que ça a été une grande chance pour moi, lorsque l'occupation est arrivée, je n'ai pas eu à me poser de questions, à la différence de 95% des Français. Immédiatement, instinctivement, je savais que il fallait continuer la guerre. La guerre éclate pendant son service militaire. C'est la drôle de guerre, alors que les Allemands opèrent une percée décisive. Les appelés se morfondent. Pendant cette année interminable, leur groupe n'échangera pas un seul coup de feu. La défaite est consommée, il en éprouvera comme un malaise physique. Il n'est pas le seul. Il doit dégainer son pistolet pour ramener au calme ces hommes qui manifestent leur rage contre la défaite. Démobilisé à Nice, mari et père, il entend un soir une sorte de bruit de moulinette qui réveille sa fille. Il dit: comment, monsieur, vous ne savez pas?
Je continue à ne pas savoir. Je lui dis non, qu'est-ce que c'est? Il dit mais c'est Londres, monsieur. Tous les soirs, il y a une émission de la BBC. Je suis allé écouter. Voilà. Et puis, ma détermination, elle est d'elle-même. Il fallait aller rejoindre ce personnage. J'avais trouvé mon homme. Donc j'entre dans ce réseau de renseignement militaire avec des imprudences incroyables, des listes d'effectifs, comme dans l'armée, avec, au printemps 41, un coup de filet de l'ennemi, 600 bons hommes pris, d'un seul coup. Et moi, je passe à travers parce que la secrétaire qui tapait les effectifs avait oublié le dernier nom de la liste, qui était le mien. C'est une des premières fois que j'ai eu beaucoup de chance. Et Londres indique que je dois changer de nom, pour des raisons de sécurité. Quand on m'a dit « Comment veux-tu t'appeler ?», je suis resté sec. J'ai pas trouvé de nom. Mais il y avait là une flèche, ça partait sous le bois, château de Chaban. Et j'ai dit, tiens, bah Chaban, quoi? J'ai dit, regarde, Chaban, un chat sur un banc. Bien, dit-il, il est allé pianoter. Il lui faut une couverture. Chaban décide de se présenter au concours de l'inspection des finances. Il aura accès à des informations économiques utiles et ses connaissances financières lui permettront de trouver l'argent pour les maquis. Je vais me présenter au chef de service, qui était un homme un peu strict. La conversation a été très différente de ce qu'il attendait. Il dit, monsieur, je dois vous dire que je suis ici d'ordre du général de Gaulle. Sursaute. Oui, je suis en mission en France occupée. Naturellement, cette mission est secrète. Et si vous me dénonciez, je vous abattrai moi-même, ou je le ferai faire par un de mes hommes. Évidemment, c'était pas l'habitude. Oh, mon cher camarade, lorsqu'on fait appel à mon patriotisme, ce n'est jamais en vain. Top la camarade. De Gaulle à Londres veut coordonner les différents réseaux de résistance. Le délégué militaire en France a dû prendre la fuite, ses adjoints ayant été capturés. Et le poste est essentiel. L'armement des maquis, les parachutages, le financement, tout passe par lui. Il représente la France libre. Il est l'œil de Gaulle qui veut canaliser les réseaux et limiter l'influence des communistes. Il y a eu, paraît-il, des conversations pittoresques où on disait au général, mon général, nous avons le délégué militaire national, mais il est déjà en place. C'est Chaban. Chaban, dit officier de carrière. Non, mon général. Non, c'est un officier de réserve. J'imagine le Bon. Avec les deux yeux qui se rapprochaient chaque fois qu'il n'était pas content. Il avait les deux yeux qui se rapprochaient un peu. Ses yeux bruns. Et quel âge est-il? 27 ans, mon général. 27 ans. Mais il est inspecteur des finances. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent enfin. De Gaulle est convaincu qu'il faut freiner l'ardeur des résistants de l'intérieur pour ne pas gêner les opérations alliées. C'est à Chaban de les calmer. Chaban se trouve entre le marteau et l'enclume, entre l'état-major allié et les résistants parisiens. Malgré un voyage à Londres, les ordres reçus restent les mêmes, retarder l'insurrection à Paris. Sous l'autorité de Roll Tanguy, qui dirige les FTP, mouvement à majorité communiste, Paris se couvre de barricades. Chaban pense que si les Alliés n'interviennent pas, le bain de sang sera inévitable. Il faut gagner du temps. Chaban conclut une trêve avec le gouverneur allemand. Une majorité de mouvements résistants n'en veut pas. On ne les frustrera pas de leur victoire. Lors d'une réunion très houleuse, où Chaban sera même traité de lâche, la reprise des combats est votée. L'insurrection se déclenche d'elle-même. Il faut que les Alliés marchent sur Paris. L'émissaire de la résistance parvient à traverser les lignes et à convaincre l'état-major allié. L'action conjuguée de Gaulle sur Eisenhower aboutit au résultat. Leclerc fonce vers la capitale. Chaban ira à sa rencontre. Et nous le reconnaissons immédiatement. C'était pas vu, on s'était jamais vu. On s'est reconnus, mais instantanément, tous les deux. Ah, montez, me dit-il. Je grimpe dans son commande-car et j'entre dans Paris avec Leclerc, en tête de la colonne.
spectacle prodigieux. Alternativement, et d'une seconde à l'autre, il y avait une foule énorme qu'il fallait traverser, et en liesse, et l'instant d'après, vide absolu, plus personne. Ça avait recommencé à tirer. Incroyable la ductilité de la foule. Alors, nous franchissons le carrefour, et nous sommes ratés. Mais d'un rien, Leclerc et moi, et l'obus qui nous frôle va démolir la maison qui était juste derrière nous. Alors on a compris, Leclerc et moi, que c'était pas la peine de continuer comme ça, à main nue contre un char-tigre. On a fait demi-tour et Leclerc est venu installer son PC à la gare Montparnasse. C'est Chaban qui insiste pour que les FTP signent l'acte de reddition, ce qui provoquera la colère de De Gaulle. Les communistes, eux, n'oublieront pas. Et nous voyons arriver à grands pas celui que nous attendions depuis des années, la France en marche. Alors le général Leclerc, alors Leclerc, où en êtes-vous? Alors Leclerc est sur le point de répondre, mais il s'aperçoit que le général ne m'a même pas vu. Je devais être transparent. Mais mon général, vous connaissez le général Chaban. Alors le général laisse tomber de haut sur moi un regard. Si j'avais pu entrer sous terre, je serais entré sous terre. Et dans ce regard que je découvrais, je vois d'abord une surprise indicible, puis enfin prise de conscience. Enfin, Leclerc ne me raconte certainement pas d'histoire. Et puis un courroux très net. Comment? Ils m'ont fait nommer général, ce gamin, et puis un attendrissement extraordinaire. Un attendrissement au point d'en avoir certainement les paupières un peu humides. Et il me tend la main, il garde ma main dans la sienne et me dit « C'est bien Chaban ». Par la suite, il dira toujours « Chaban », avec un petit côté faubourien. Chaban. Alors, Paris est libéré, Paris est sauvé, et je suis vivant. Ah, je suis vivant. Ce qui était inenvisageable. Parce que la durée moyenne de séjour de nos agents était de 40 jours. Et moi, ça faisait 4 ans que ça durait. Statistiquement, c'était éberluant. Et là, comme je n'étais encore pas très loin de mon service militaire, il m'est venu à l'esprit une phrase que je retrouve maintenant avec le vocabulaire. Tout ce que je vivrai maintenant, ce sera durable. Et il faudra que ce soit chic. Qui dit mieux? À la Libération, ce jeune homme est donc inspecteur des finances, le plus jeune général depuis l'Empire et compagnon de la Libération. Que faire avec de tels atouts? De la politique. Pour une telle entreprise, il faut d'abord trouver un parti. Ce sera le Parti radical. Les raisons de son choix sont fournies par Chaban lui-même, ni conservateur, ni réactionnaire, tels sont les radicaux. Il se sent radical de nature, d'essence et de fibre, selon ses propres termes. De Gaulle l'encourage. Allez-y, Chaban. Il fallait également trouver une région d'adoption. Il épluche les résultats des dernières législatives, il trouve la perle, les radicaux sont divisés en Gironde, dans le Bordelais, Chaban pense que son nom les unira. Je dois dire que d'une part, j'ai été ébloui par la ville, ébloui. Et elle est en effet d'une beauté singulière. Et avec les Bordelais, et des Bordelais très différents les uns des autres, de l'ensemble de la population, du haut en bas de l'échelle sociale, je me suis trouvé quasiment de plein pied avec les uns et les autres. Bordeaux avait souffert de la guerre. Les Allemands avaient comblé le chenal, détruit les quais. La ville était sous-équipée.
Chaban me donne l'impression d'un jeune général bondissant à l'époque. C'est un gaulliste de sang comme moi. C'est un gaulliste viscéral. C'est un gaulliste pur. Moi, je l'accompagne au début de la résistance et d'autres camarades sportifs le mettent, si vous voulez, en groupe sur Océan Béglé, etc. Il est plein de charme, Chaban. Il veut plaire, d'ailleurs. Il veut plaire. Et il séduit. Il s'est appuyé sur la part de la bourgeoisie bordelaise qui n'avait pas été, mettons, un peu trop complice pendant la guerre, quoi. Et on a attiré le jeune brillant général qui remplissait très bien une fonction que qu'aucun des bourgeois bordelais n'était prêt à assumer. Donc il y a eu un mariage entre ce grand résistant et la partie de la bourgeoisie bordelaise qui avait été digne sous l'occupation et qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, qui n'est pas si minoritaire. Alors mon père avait accepté de le recevoir, bien entendu, il n'avait pas très bien compris l'âge de Jacques Chaban-Delmas. Il s'attendait à voir arriver un homme de l'âge d'un général, 50 à 60 ans. Et on avait arrivé ce jeune homme, qui était très, très séduisant, et ils ont déjeuné ensemble. Et là, tout de suite, mon père a été intéressé et séduit par ses projets sur le plan bordelais, puisqu'il voulait se présenter aux élections qui avaient lieu en novembre 1946. Chaban fait campagne en 1946 pour la députation. Il est élu député, puis un an plus tard, il conquiert la mairie sur le thème de la Renaissance. L'ex-maire de Bordeaux, Adrien Marquet, compromis sous l'occupation, sort de prison le 29 janvier 1948. En 1953, il est amnistié et à 69 ans, il veut déloger le petit général. La campagne est très violente. Marquet, médecin, a régné 20 ans sur Bordeaux. Bon maire durant les années 30, en 1946, beaucoup de Bordelais restent attachés à sa mémoire. Il accuse Chaban d'être opportuniste, de cacher son véritable nom pour des raisons inavouables, d'avoir fait un gâchis épouvantable en construisant sur des marécages des tours qui s'affaissent. Il s'est mené une réunion, même une réunion dure, mais il y a eu des réunions très dures à Bordeaux, notamment à l'Athénée ou à l'Alhambra, très très dures. Eh bien, en général, il s'en sortait bien. C'est un homme de compromis. Chaban est un homme de compromis qui n'a jamais eu d'agressivité, même avec... C'est un homme qui a le fair play. Il jouait très bien, à un très bon niveau, et c'était un très bon joueur de volley surtout. Il avait une volée très incisive, une volée d'instinct. Oui. Bordeaux est une ville qui aime l'élégance et Chaban représentait cette élégance. Chaban aime le sport. Bordeaux est une ville assez sportive, tant sur le plan du tennis que du rugby, qui étaient les deux sports que Chaban pratiquait. C'était les deux sports préférés des Bordelais, donc ça tombait très bien. Et quand la mode est venue au football, Chaban s'est très bien impliqué dans l'aventure des Girondins de Bordeaux. Donc il a eu toute une série d'atouts pour séduire les Bordelais et leur donner un peu de dynamisme. De 1947 à 1957, Chaban a fait emprunter 18 milliards de francs de l'époque pour les travaux d'assainissement. On le lui reprochera, d'où une réputation dépensière. On lui reproche aussi d'être trop parisien. À Paris, il s'est parfaitement intégré dans les méandres de la 4e République, malgré les chutes et les naissances de gouvernements qui se succèdent à un rythme ahurissant depuis le départ du général de Gaulle. Il se retrouve parfois ministre, 2 fois dans les gouvernements Mendes et Félix Gaillard. Mitterrand, lui, aura été 14 fois ministre sous la 4e République. Présence d'hommes nouveaux qui fait mentir le classique slogan « On prend les mêmes et on recommence ». Il s'entendait bien avec Pierre Mendès France. Il s'occupait de son ministère avec activité, mais je n'ai jamais remarqué de difficulté entre Pierre Mendès France et lui. C'est un très bon parlementaire. Le régime d'assemblée lui paraissait inefficace pour les intérêts de la France, notamment dans les questions coloniales ou dans les questions européennes. C'est en pleine nuit que M. Guy Mollet, mis en minorité par l'Assemblée nationale sur ses projets fiscaux, est venu apporter sa démission à M. René Coty. C'en était fait du sommeil du président et de celui... Un mal menace le régime, pourtant déjà très instable. Ce mal, c'est le cancer de la décolonisation qui n'est pas assumé. Le bourbier de l'Indochine,
la cuvette de Dien Bien Phu, ont mis à mal le moral et l'âme d'une armée qui se trouve confrontée à des émeutes en Algérie. Chaban est convaincu qu'une tragédie se prépare. A-t-il le sentiment d'une guerre civile possible? J'étais à l'époque ministre de la Défense nationale, et comme je voulais savoir ce qui s'est passé exactement en Algérie et dans l'armée, et que je savais par expérience que les membres du gouvernement, pas seulement dans le militaire, avaient toujours beaucoup de mal à être réellement informés des situations, j'avais donc délégué 2 ou 3 hommes de qualité et en qui j'avais pleine confiance pour constituer à Alger ce qu'on a appelé une antenne. Chose qui fait très léger, une antenne c'est tout petit, n'est-ce pas? Composé de 4 personnages, Léon Delbecq, Lucien Neuwirth, Jean Pouget, le commandant Jean Pouget, héros de la guerre, et Guy Ribot, qui étaient 4 personnages qui étaient tous des gaullistes, des vrais gaullistes, qui avaient envie de voir revenir De Gaulle au pouvoir, et lui, Chaban et eux ont senti que si De Gaulle revenait au pouvoir, ce serait à l'occasion de la tragédie algérienne, d'une façon ou d'une autre. Pour ma part, personnellement, je suis allé à plusieurs reprises sur le terrain. Lorsque les événements, comme on le dit, se sont produits, ce sont mes hommes qui ont agi. Et lorsque le général Salan, au balcon du gouvernement, a fait un discours pour mobiliser les énergies et qu'il est revenu de la terrasse dans la pièce attenant, Léon Delbecq, les yeux dans les yeux, lui a dit « Et maintenant, criez vive De Gaulle !» Et Salan, qui n'en avait pas l'attention, est revenu au balcon, sur la terrasse, et a crié « Vive De Gaulle !» Vive le général De Gaulle ! Et Algérie ! Une foule immense a répondu par des acclamations sans fin. Et ce Vive De Gaulle a joué un peu l'effet d'un détonateur pour la suite des événements. Vous voyez que mon rôle a été, si j'ose dire, indirect, par le truchement de Léon Delbecq et des membres de l'antenne. Il y a les services action, les services information, ils ont fait de l'information action. Et je crois qu'ils ont contribué à faire chauffer un peu la soupière et à faire d'une soupe qui était une soupe populiste Algérie française, une soupe gaulienne. Je crois donc que, d'une certaine façon, par cette participation à la cuisine, participation me semble-t-il très active, Chaban est peut-être le maître queux de la Ve République, et que, bon, le général a joué je crois qu'il a été l'introducteur du général, l'accoucheur de la Ve République, par la gaullisation qu'il a faite du mouvement, de l'énergie algéroise. Le comité du salut public à Alger, dont Chaban a favorisé la mise en place, rappelle De Gaulle au pouvoir. Trahison de Chaban envers la 4e République ou clairvoyance? Le président de la République, René Coty lui-même, réclame le retour de Gaulle. En 1958, De Gaulle est nommé président du Conseil avec les pleins pouvoirs. C'était un élément de la stratégie politique du général de Gaulle, c'est l'ingratitude, bien entendu. Et là, il me semble qu'il a été remarquablement ingrat avec Chaban. Le général avait remercié, mais enfin, il n'était ni Premier ministre, il n'avait pas été prévu qu'il fût président de l'Assemblée nationale. Reynaud a été le premier qui a écouté les thèses du colonel de Gaulle sur l'arme blindée, etc. Donc le général voulait payer ses dettes d'autrefois. Et puis c'est le jeune Chaban qui a doublé Reynaud, qui est venu là. Et le général, après, l'en a félicité. Le général peut-être a préféré, au fond, d'avoir un vrai gaulliste là. Et me voilà président d'Assemblée. Je vais assez rapidement prendre possession de mon nouveau cabinet, qui était entièrement vide, sauf sur la table, sur le bureau, il y avait une enveloppe. Je reconnais l'écriture au président Chaban-Delmas. J'ouvre la lettre. Mon cher ami, je vous félicite pour ce brillant succès. Et je ne doute pas que dans cette mission, vous réussirez aussi bien que dans les précédentes. Votre dévoué, Charles de Gaulle.
Je crois qu'il était, il est 4e et demi, Chaban. Non, mais il est un homme très important de la Ve République, et la Ve République a comblé ses vœux, il n'y a pas de doute. Mais la 4e ne lui déplaisait pas, sinon que le patriote qu'il est trouvait que c'était un régime qui ne servait pas très bien la France. Bon, il est passé de la 4e à la 5e, plus heureux de la 5e, parce que le général était au pouvoir, et parce que l'énergie d'État de la France se déploie mieux dans le cadre de la 5e. Nous causons et il m'entretient de son gouvernement. Bon, il me dit, je vais prendre celui-ci, celui-là, cet autre, et pour telle raison, et moi, mais mon général, il manque un nom à votre gouvernement. Vous ne pouvez pas vous passer de lui, c'est le meilleur. Il me dit, qui ça? Je dis, Mendès France. Ah non, pas celui-là. Avec lui, on ne sait jamais où on en est. On apprend tout d'un coup par la presse que tout est rompu mon gendre et qu'on est fâché. Alors j'insiste 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes. Ça l'agaçait visiblement. Et tout d'un coup, il me coupe et il me dit, bon, allez le chercher. Et vous verrez. Je trouve mon Pierre Mendès France confortablement installé chez lui, c'était bien normal, en chandail. Ah, il me dit, quel bonbon vous amène? Moi, je lui dis, je viens vous chercher. Comment? Je viens vous chercher. Nous allons retrouver le général de Gaulle qui veut vous prendre dans son gouvernement. Et là, j'ai droit à un accès de colère maximum, ou maxima. Comment ce gouvernement de prétoriens, vous voulez que moi, je me mêle à ça? Enfin, c'était terrible. Alors, je n'insiste pas, je lui dis, je regrette. Je lui dis, Pierre, je regrette vraiment. Je retourne à l'Élysée et me voilà devant le général. Là, comme ça, debout. Lui est à son bureau, il n'a pas bougé. Alors il me regarde, ça, et il me dit simplement, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Il est un fait que Chaban ne deviendra jamais un tueur politique. Les auteurs du Perchoir ne l'ont probablement pas encouragé dans cette voie. Sa dimension peut être trop consensuelle et confortée par l'image qu'il donne, le héros de la guerre. J'avais sollicité un rendez-vous en vue de la préparation de Paris-Brutile, du film de René Clément, parce que je souhaitais qu'il me parlât un peu de lui, vu que j'interprétais le jeune général Chaban-Delmas. Il m'avait dit, mais je suis très très content que vous fassiez ce film, vous êtes presque aussi beau que moi, que j'étais à l'époque. Pour rester dans un domaine plus sérieux sur Jacques Chaban-Delmas, je crois qu'il ne faut jamais oublier que pour les générations passées, présentes et à venir, que si aujourd'hui nous avons la liberté d'expression, la liberté de pensée, la liberté de parole, la liberté tout court, je crois qu'il ne faut jamais oublier que c'est à des gens comme Jacques Chaban-Delmas que nous le devons. En 1968, après 20 ans de prospérité et de croissance, les rigidités de la société française sont insupportables. En 69, De Gaulle est contraint de démissionner après plus de 10 ans de pouvoir. Georges Pompidou lui succède et nomme Chaban Premier ministre. Édouard Balladur est secrétaire général de l'Élysée. Pourquoi Georges Pompidou a-t-il choisi Jacques Chaban-Delmas comme Premier ministre? Parce que ce dernier correspondait parfaitement à ce que Georges Pompidou souhaitait. C'était une politique d'ouverture. Et il faut commencer par dire cela, parce que c'est très important, dans l'état d'esprit de l'un comme dans l'état d'esprit de l'autre. Georges Pompidou, et ça il l'a toujours dit, parce qu'il a été pendant 6 ans Premier ministre et a fait ce qu'il a voulu, entendez, comme président de la République, continuer à le faire. Et s'il a choisi Chaban, c'était non pas pour que Chaban ait une politique à appliquer et la faire lui-même, mais pour une raison simple, c'est qu'il pensait que Chaban était le seul homme qui allait pouvoir mettre de l'harmonie dans sa propre majorité, parce que vous savez très bien que lorsque Georges Pompidou a été élu président de la République, ça a été sur un malentendu, parce que beaucoup de gaullistes lui ont reproché d'avoir poussé dehors le général de Gaulle. Donc Chaban était celui qui allait harmoniser sa majorité. Et il a, avec
une équipe auprès de lui qui était pas du tout gaulliste, et au contraire, avec Simon Nora qui était mendiciste et Jacques Delors, il a préparé un programme que Georges Pompidou n'attendait pas, ne lui demandait pas. Il m'a appelé et il m'a dit, voilà, nous nous connaissons depuis longtemps, maintenant, je ne croyais pas que je serais un jour Premier ministre, mais si j'y suis, ce n'est pas pour être prudent, c'est pour faire quelque chose. Alors je prendrai mes risques. Il a bien parlé dès cette époque-là des risques, donc il était conscient des rigidités et des résistances qui allaient surgir de tous côtés. Delors accepte, il intègre le cabinet de Chaban. Ses membres sont hors du monde politique. Ils partagent une même vision de la société. Non, j'avais une équipe à Matignon étincelante. Et je pense même qu'aucun chef de gouvernement n'a bénéficié de tels concours. Mais il est vrai que certains d'entre eux, un peu comme Pierre Desgroupes, n'étaient pas bien vus à l'Élysée. C'était toujours la même chanson. Ah, Chaban est entouré d'adversaires. Et naturellement Jacques Delors et aussi Simon Nora, qui étaient les deux chefs de file, l'un dans le domaine social et l'autre dans le domaine économique et financier, n'étaient pas bien vus. Et ça faisait partie des handicaps que j'avais à remonter incessamment vis-à-vis de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il ne s'est pas occupé des états d'âme de la majorité, et Georges Pompidou lui a toujours reproché. Et puis il a dû se familiariser avec bien la fonction d'État et ce qui était sa fonction de Premier ministre. Et Georges Pompidou, lui, il voyait bien que son Premier ministre ne connaissait pas les problèmes que lui connaissait. Alors au départ, il disait Chaban, il va s'y mettre. Et puis le temps passant, il s'énervait que Chaban ne s'y mette pas assez vite. Donc il a commencé à dire Chaban ne s'y met pas. Bon. Et alors, le disant auprès de ses conseillers, Pierre Juillet et Marie-France Garot, qui en voulaient à Chaban d'avoir pris son autonomie, de faire un gouvernement sans eux, sans leur demander, eh bien, ils ont commencé à le démolir et à dire Chaban n'est pas un homme d'État. Il était impossible de me situer sur un clavier politique. J'étais un homme dont la majorité de l'époque devait se défier. Un jour, il m'a été dit, vous êtes inclassables. Les communistes, on sait qui ils sont, les socialistes aussi, et vous, on ne sait pas. Et avec votre nouvelle société, vous donnez lieu à toutes sortes de soupçons. N'êtes-vous pas de l'autre côté? Et cette affaire de télévision, quand vous avez brisé le système qui existait avant vous, et que vous l'avez donné à tout le monde, eh bien ça, est-ce que ce n'est pas une trahison du camp majoritaire? Voilà ce qui m'a été reproché. C'est lui qui va décider qu'il y aurait 2 journaux télévisés à 20h, alors que jusque-là, il n'y avait pas de concurrence entre les journaux. Donc il amène beaucoup de choses comme ça, ce qui rendait Pompidou presque fou, parce qu'il trouvait que les journalistes avaient tendance à toujours rechercher ce qu'il y avait de mal et jamais à dire le bien. Et ça, c'était une obsession chez lui. Il était favorable à la formule « la télévision, c'est la voix de la France ». Et par conséquent, elle devait s'orienter comme le souhaitait le pouvoir. Il faut voir aussi quelle était l'époque, n'est-ce pas? C'était l'après-mai 68. Qui avait été marqué, aux yeux de beaucoup, à tort ou à raison, par beaucoup d'excès de la part des organes de radio, de télévision, auxquels on faisait grief, à tort ou à raison, d'avoir exagéré l'événement, d'avoir caricaturé en le présentant. Et avait été élue une majorité considérable, et qui voulait réagir là contre. Donc ça a joué son rôle, mais il est vrai que ça a été un désaccord entre eux. Chaban, comme Premier ministre, va faire un projet qui bouleverse les habitudes, à la fois donne un grand coup d'air et dans cette France qui était un peu figée. Et il réinvente les rapports sociaux entre patronat et syndicats. Par Jacques Delors, inaugure ce qu'on va appeler la concertation permanente pour fixer les salaires dans les entreprises publiques. Il s'agissait de faire en sorte de remédier au refus du face-à-face en France entre l'État et les partenaires sociaux, ou bien entre le patronat et les
les syndicats, nous l'avons fait. Je voulais aussi, par le droit, la généralisation du droit à la formation permanente à tous les Français, mettre la France à l'heure de son temps, permettre à chacun de s'adapter ou d'avoir une deuxième chance. Instaurer la formation et la concertation permanente, décentraliser, renouer le dialogue entre patronat et syndicats, entre État et citoyens, telles sont les ambitions de la nouvelle société. Donc il amène beaucoup de choses comme ça qui, pour Georges Pompidou, pensent que c'est faire la part belle aux syndicats, aux forces qui leur sont hostiles et que c'est trop dangereux. La nouvelle société, c'était quand même, il y avait beaucoup de la social-démocratie là-dedans, n'est-ce pas? Et là, la Pompidou a dressé l'oreille et puis poussé en arrière par la partie ultra-conservatrice de son entourage, qui n'était pas tout aussi ouverte que Balladur, il a coupé court à l'expérience, il a coupé court parce que, bon, Chaban en faisait beaucoup pour un Premier ministre, c'est vrai, il avait sa propre réputation, sa propre popularité, et dans le système de la Ve République, un Premier ministre trop brillant, c'est un peu gênant. Ça n'était pas, même si on l'appelait un des barons du gaullisme, un conformiste. Il était à la fois dans la droite ligne de la pensée du général de Gaulle, mais aussi peut-être un peu à côté ou un peu en avant. Sa faculté d'anticipation dérangeait parfois, ce qui fait que c'était sans doute un homme un peu à part. De cette société bloquée, je retiens 3 éléments essentiels, au demeurant liés les uns aux autres de la façon la plus étroite. La fragilité de notre économie, le fonctionnement souvent défectueux de l'État, enfin, l'archaïsme et le conservatisme de nos structures sociales. Ce discours qui était intéressant et intelligent me paraissait totalement irréel, donc ne m'a pas beaucoup intéressé. J'avais porté un jugement sévère autour d'une phrase qui était à peu près celle-ci. Vous n'avez pas la majorité de cette politique. Et donc, c'est un exposé qui n'a pas de sens. L'exposé des idées est très intéressant, mais vous n'avez aucune chance de le réaliser. Jacques Chaban-Delmas était un homme qui souhaitait rassembler et qui avait une sensibilité particulière pour les problèmes humains et donc les problèmes sociaux, et qui à l'époque naturellement se présentait de façon très différente d'aujourd'hui. Nous étions en période de croissance, de plein emploi, un peu d'inflation, enfin c'était une période tout de même plus heureuse que celle que nous connaissons. Et donc la justification de cette priorité donnée à l'homme était moins apparente, si vous voulez, qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. C'est en cela que je dis que peut-être que le discours sur la nouvelle société serait plus d'actualité aujourd'hui qu'il ne l'était quand il a été prononcé. Jacques Chaban-Delmas avait perçu peut-être avant d'autres qu'on ne pourrait plus gouverner à l'avenir, quand il en parlait. Il y a 20 ou 25 ans, comme on avait gouverné dans le passé. Les Françaises et les Français sont devenus majeurs, responsables, avides de participation à la vie publique. On le voit avec l'extraordinaire développement de la vie associative. Et Chaban l'avait perçu peut-être avant d'autres. Les conseillers de la nuit du chef de l'État, Marie-France Garot et Pierre Juillet, disent que Chaban n'est pas crédible pour mener à la victoire la majorité aux prochaines législatives. La nouvelle société n'empêche nullement la gauche de se reconstruire. Alors à quoi bon perdre son temps dans des projets irréalistes? Une campagne de dénigrement atteint son point d'orgue. Elle concerne le contribuable Chaban, dont la feuille d'impôt rendue publique émane du ministère des Finances, dont le responsable est Valéry Giscard d'Estaing. Chaban n'a pas payé d'impôt pendant 4 ans, car en vertu d'un avoir fiscal, ses retenues se sont faites à la source. Même si légalement le Premier ministre est inattaquable, politiquement l'affaire est désastreuse. Pompidou veut remanier le gouvernement. Je pense qu'il vaut peut-être mieux tout changer, dira-t-il à Chaban. Quelques jours après, Chaban démissionne. Quand Georges Pompidou est mort, d'abord je crois que les Français qui venaient de voir un homme qui régnait, qui était terminé dans la maladie, dans la souffrance, qui avait un physique délabré, ont voulu choisir un homme qui était aux antipodes, c'est-à-dire quelqu'un de plus jeune,
avec très longiligne, qui les faisait rêver par sa politique, pas de nouvelle société, mais qui les faisait, c'était un rajeunissement des cadres, si vous voulez. Tandis que Chaban, moi je crois qu'il n'a pas mis à profit le temps où il était éloigné du pouvoir pour vraiment nouer des alliances, travailler. Je crois qu'il s'est laissé vivre et que la mort de Pompidou, qu'il subodorait, qu'il savait très bien, l'a un peu pris au dépourvu, alors que Giscard était déjà préparé, avait déjà formé ses équipes. Et d'emblée, dès le lendemain de la mort de Georges Pompidou, Giscard travaillait avec ses équipes alors que Chaban commençait à chercher ses slogans et à travailler et les sondages n'étaient pas bons. Jacques Chirac, Pierre Juillet, Marie-France Garot vont être à l'origine d'un pacte. 43 députés du parti gaulliste appellent à voter Giscard, auteur d'un projet lui aussi à dominante sociale, la société libérale avancée, moins social-démocrate que celui de Chaban. Surprenante campagne présidentielle qui traduit à mes yeux d'abord la volonté des Françaises et des Français de choisir eux-mêmes leur président. S'il faut continuer à croître, ce qui est certain, il convient de le faire en accordant davantage de place à la qualité de la vie, aux relations entre les personnes, aux moments de détente, de culture, de sport, de loisirs. Autrement dit, il nous faut chercher un nouvel équilibre qui nous donne le temps de vivre et d'aimer. La paix sociale. Des luttes de classe en France. L'ordre et le mouvement. Contre le désordre. Une explosion, ça sautera. L'ancien Premier ministre fut le premier candidat. Parti un peu vite, lui reprocha-t-on. Ce qui m'a déterminé, c'est le sentiment et la certitude que j'étais le mieux en mesure de faire échec à la tentative socialo-communiste de M. Mitterrand. Nous savons, en raison de vos partenaires, nous savons de quel socialisme il s'agirait. Et je dis que ce socialisme-là, celui-là, je n'en veux pas. Quant au président de la République, vous permettez de vous interrompre sur ce point-là et on n'y reviendra plus. Sur ce point. C'est-à-dire sur l'enfer que vous aviez évoqué. Je ne prétends pas être le paradis. Bon, c'est ce que je m'étais permis de suggérer. Vous voyez que nous sommes d'accord. Alors, concluons vous êtes d'accord sur le fait que vous avez de bonnes intentions. Concluons, Jacques Chaban-Delmas, que vous avez du talent, mais la Divine Comédie a déjà été écrite par un autre. Oui. Chaban est battu dès le premier tour, 15% contre 33% pour Giscard. Il n'est plus président de l'Assemblée depuis 1969 et doit renoncer à une responsabilité nationale. Le retour à Bordeaux de Chaban n'est pas sans amertume. Ses adversaires politiques à Bordeaux parlent de la fin du mythe Chaban. C'est d'abord le bonheur. C'est d'abord le bonheur de rentrer chez soi, au milieu des siens. Et ma femme et moi, nous sommes très heureux de ce retour. Et l'accueil qui nous est fait, naturellement, décuple ce bonheur. Et puis deuxièmement, c'est le fait de savoir que j'ai bien du travail à y faire et que je sais qu'à partir de demain matin, j'aurai de bons horaires. Et comme j'ai de bons amis et qui peuvent compter sur moi comme je compte sur eux, vous voyez que le retour dans sa ville, chez soi, eh ben c'est un vrai bonheur. Bravo. Voilà. Il ne retrouvera la présidence de l'Assemblée que 4 ans plus tard, en 1978. À ce poste, il voyage beaucoup, notamment à Moscou en 1980 où il rencontre Brejnev. Il interrompt brutalement son séjour pour protester contre l'arrestation du dissident Andreï Sakharov. En cause mérite autre chose que des hurlements. En 1974, Jacques Chirac, devenu le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, avait proposé à Chaban de figurer dans son gouvernement. Chaban avait décliné l'offre.
Chirac viendra visiter Chaban à plusieurs reprises dans les années 80 pour se rapprocher d'un gaulliste historique, rapprochement nécessaire pour asseoir son emprise sur le RPR. Entre-temps, la gauche est arrivée au pouvoir en mai 1981. Jacques Chaban-Delmas avait conquis la ville de Bordeaux sur le thème de la Renaissance. Ce n'est pas suffisant. C'est la région entière qui l'a toujours intéressé, l'Aquitaine. Pour pallier le manque de temps, il a mis en place depuis l'origine, depuis ses débuts à Bordeaux, ce que ses adversaires et même ses amis appellent le système Chaban. C'est un mode de comportement qui permettait aux députés maires de Bordeaux d'être à la fois patron dans sa ville, mais également homme politique national, tant au niveau de responsabilité ministérielle qu'au niveau, par exemple, de la présidence de l'Assemblée nationale. Le système Chaban était un mode à la fois de comportement et de gestion. Le système Chaban n'est pas une somme de compromissions. Le système Chaban est l'organisation de la société avec tous ceux et toutes celles qui souhaitent s'y associer. Monsieur Chaban-Delmas délègue. Il avait l'habitude de dire, moi, je ne fais pas le travail de mes collaborateurs. Lui, il donnait les grandes idées, il prenait les décisions. À vous de mettre en forme ces idées et après d'appliquer ces décisions. Il vous faisait une confiance totale. Et ça vous donne une grande responsabilité. Et c'est merveilleux de travailler dans ces conditions, mais c'est aussi difficile. Les projets se sont multipliés. Le quartier Mériadec, l'aménagement de Bordeaux-Nord, le second pont de la Garonne, l'université de Talence-Pessac. Le centre d'art plastique contemporain de Bordeaux, de réputation mondiale, avec des pièces de Buren, Reynaud ou Richard Serra par exemple, est créé malgré des critiques virulentes. L'exposition au Goya. L'Infant Don Juan et l'ambassadeur d'Espagne, entre autres personnalités, assistaient à l'inauguration. Chaban voulait faire de sa ville un laboratoire social. Les restaurants du cœur naissent à Bordeaux. C'est sûr que Chaban-Delmas, il est d'accord pour suivre, parce que lui, il voit bien que c'est d'abord... Enfin, il croit, si tu veux, les autres ne croient pas. Il voit bien que c'est une affaire qui n'est pas faite pour être récupérée ni par la droite, ni par la gauche, ni par l'extrême centre, ni par rien du tout, ni par moi d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont parties de Bordeaux, même des textes qui ont été élaborés à Bordeaux, et je crois qu'on peut dire qu'on essaie toujours, parce que ce sera jamais fini, que Bordeaux soit un peu la nouvelle société, c'est-à-dire plus humaine, plus fraternelle, plus solidaire. Alors on a inventé des choses, souvent on a été précurseurs dans ce qu'on a fait. Par exemple le FSL, c'est le Fonds de solidarité et logement qui s'est mis en place. Nous sommes la première ville qui avait donné des cautions à ceux qui n'avaient pas assez d'argent, de façon à ce qu'ils puissent avoir un loyer et que nous les aidions à le payer quand ils étaient en difficulté. Avec le retour de la droite au pouvoir sous le gouvernement de Jacques Chirac en 86, Jacques Chaban-Delmas est de nouveau président de l'Assemblée nationale. Que ce soit à Bordeaux, en Aquitaine, à Paris, en Europe, il préside trop. Les vieilles critiques reviennent, trop absent, trop loin des dossiers. Le revers de la médaille, les compromis politiques gomment les positions claires. On reprochera à Chaban sa réélection au Conseil de région en 85, grâce à l'abstention de Gilbert Mitterrand, le fils du président de la République, et d'un autre député socialiste. On lui reprochera également le vote du budget de l'Aquitaine, le 9 février 87, adopté grâce à l'apport de 2 voix du Front National. Cette capacité à écouter et à déléguer s'accompagne également d'une confiance excessive qui parfois peut déraper en scandale, comme celui des Girondins. Le 8 mai 1988, François Mitterrand est réélu. Il dissout le Parlement. Laurent Fabius prend la succession de Chaban comme président de l'Assemblée nationale. François Mitterrand n'a pas écouté son vieux camarade de la 4e République. Chaban lui conseillait de ne pas dissoudre l'Assemblée et de pratiquer une véritable ouverture dont la logique eût été Chaban, Premier ministre de Mitterrand. C'est une hypothèse raisonnable et qui pouvait être bonne, mais qui n'était pas réalisable au moment où elle a été posée, car il n'était pas suivi par son parti, qui était le parti majoritaire. La nouvelle société, comme 3e voie entre la gauche et la droite, est restée un mythe. Je pense que le grand regret de Chaban, c'est qu'on ne lui ait pas permis justement de mettre en route sa nouvelle société. Il reste au fond assez strict sur ses opinions personnelles et sur ses amitiés politiques, mais ce n'est pas quelqu'un qui
se préoccupe d'occuper une position forte pour écraser celui qui aurait une position faible. Et je crois pouvoir dire que c'est un compagnon de vie politique, quel que soit le camp qu'il est occupé, agréable et intéressant. Les mots liberté, égalité, fraternité ont perdu, il est vrai, une partie de leur poids. D'abord parce qu'ils sont anciens, ensuite peut-être parce qu'ils sont abstraits. Une société libérée, celle dont nous rêvons, est une société qui, au lieu de brider les imaginations, leur offre des possibilités concrètes de s'exercer et de se déployer. Messieurs, je crois que le débat en cause mérite autre chose que des hurlements. Monsieur Legendre, je vous rappelle à l'ordre, Monsieur Legendre. Une fois. Dans Ciné Mercredi, Antonioni.